Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review qui s'attardera sur le 11e épisode de la saison 1 de The Bad Batch. Je suis en compagnie de The Max Rebo Collection qui va m'aider encore une fois, ouais, tout à fait, avec qui on va discuter justement de ce nouvel épisode, donc l'épisode 11 de The Bad Batch. Ce 11e épisode se nomme donc Devil's Deal, qui en français... Pacte avec le diable. C'est ça. Et le synopsis qu'on a, c'est, on nous dit simplement sur Disney+, que l'Empire tente d'écraser une rébellion qui renaît sur une planète de la bordure extérieure. On n'en dit pas plus à ce sujet-là, c'est assez vague, mais on reviendra justement un petit peu sur ce que ça raconte au cours de la review, puisque comme d'habitude, on va commencer par une première partie avec notre avis global sans spoiler, et dans une seconde partie, on reviendra plus en détail sur l'épisode avec des spoilers, mais vous avez l'habitude. Qu'est-ce que tu as pensé de ce 11e épisode au niveau global? Quel est ton avis justement sur l'épisode? Ce que j'ai pensé de cet épisode, c'est qu'il est particulièrement intéressant. Alors, on en a discuté un peu en amont. Moi, je trouve qu'il fonctionne pas mal comme un peu le miroir de l'épisode de la semaine dernière. En cela, où il part à peu près du même postulat. Le début de l'épisode fait vachement écho au début de celui de la semaine prochaine, mais il va suivre une itération assez différente et très intéressante. J'ai trouvé que pour le coup c'est un épisode, outre la dimension esthétique, artistique, visuelle plutôt, qui est toujours aussi réussi, qui est très intéressant dans le sens où il est beaucoup plus adulte dans les thématiques traitées et il n'est pas de façon trop superficielle, parce que des fois il y a des thématiques qui sont abordées dans l'épisode qui sont très intéressantes, mais où c'est un peu du saupoudrage, où c'est la scène d'introduction et après... c'était le cas de l'épisode d'avant qui restait très en surface. Qui reprenait après des thématiques beaucoup plus simple et un chemin classique avec une mission de sauvetage, tout à fait, des chemins assez balisés. Là, il va rester sur quelque chose d'assez intéressant dans son traitement. C'est pas exempt de petits défauts par-ci par-là, mais c'est fait de façon plutôt intelligente, plutôt bien poussée. Et j'ai trouvé que c'était un épisode qui restait haletant du début à la fin et qui, pour ces thématiques traitées dans l'épisode, était vachement plaisant et intéressant à suivre. D'accord, donc quand même globalement satisfait de cet épisode. Effectivement, un bon épisode. D'accord. C'est vrai que je te rejoins pas mal sur l'idée de... on est vraiment dans un truc assez similaire à l'introduction qu'on avait du précédent, dans le sens où on se focalise sur quelque chose que j'avais beaucoup envie de voir d'ailleurs avec la série, mais cette fois-ci dans un cadre un petit peu différent. On va en parler un petit peu plus tard dans la partie avec spoilers, je pense. Pour le coup, un truc assez intéressant à voir. J'ai pas mal apprécié aussi les surprises, on va dire, parce que là, si je commence à un peu trop parler de ça, ça va directement balancer des spoils. Mais il y a des surprises très bienvenues, je trouve, dans cet épisode, quant à l'endroit où ça se passe et diverses choses et événements. J'essaie de rester vraiment vague, c'est pas facile. Mais de très bons rapports avec d'autres trucs, d'autres sources, d'autres œuvres du canon. Donc voilà, franchement, globalement, très bon épisode. Alors, je dois préciser quand même, il y a un truc à la toute fin qui a failli m'énerver, mais comme pas possible. Mais on en reparlera dans la partie avec spoil. Et surtout qu'on en reparlera peut-être la semaine prochaine, suivant comment les choses évoluent. Du coup, voilà, je te rejoins quand même pas mal sur l'appréciation de cet épisode, qui est globalement un très bon épisode, j'ai trouvé. Et ça me rassure un peu, tu vois, de me dire que là, même avec le précédent, tu vois, qui restait plus ou moins classique, il était quand même sympa. Celui-ci est un cran au-dessus. Et on s'éloigne un peu, on s'écarte de la crainte qu'on avait, tu vois, avec est-ce qu'il y aura des fillers qui seront inintéressants jusqu'à la fin de saison. Et là, honnêtement, je trouve que quand même, on a des épisodes qui sont plus ou moins standalone, on est d'accord, mais qui ont une idée derrière, un truc à montrer, un truc à raconter, tu vois. En même temps, ils reprennent un des aspects qui avait été développé aussi dans les premiers épisodes de la série sur... effectivement, l'Empire qui étend son voile et son autorité sur toute la galaxie. Donc ça, c'est aussi des aspects qui étaient développés,
qui était développé, qui était présenté Oui, introduit. introduit dans les premiers épisodes de la série, et qui là pour le coup sont de nouveau un peu sur le devant de la scène, et ça c'est pas mal. C'est ça. Je pense que ça va être difficile d'en dire plus sans spoiler, parce qu'il y a beaucoup de trucs quand même à dire. Donc là, on va pouvoir passer dans une partie avec spoilers. Donc à partir de maintenant, soit vous avez déjà vu l'épisode, soit vous n'aurez pas grand chose à faire d'être spoilé. Alors déjà, première chose, l'épisode se passe sur Ryloth, donc qui est une planète qu'on a vue de maintes reprises dans The Clone Wars, dans Rebels aussi. Et ça va se centrer justement sur l'arrivée de l'Empire, comme tu disais, un peu un écho avec l'épisode précédent, puisqu'on avait l'arrivée de l'Empire sur Raxus Secundus, donc la planète des séparatistes. Là, pour le coup, on est en présence d'un monde de la bordure extérieure qui est Ryloth, qui est allié avec la République. Donc, on est un petit peu dans la même thématique, mais on n'a pas le même contexte, on n'a pas le même environnement. Et dès le début, tu as un peu la même chose, puisqu'il y a cette idée de le discours qui doit être prononcé, l'appel au peuple, en fait, en gros, la déclaration officielle, comme ça, pour installer l'Empire comme nouveau régime qui va diriger la planète. Il y a tout un truc très intéressant avec le fait que les Twi'lek doivent rendre les armes. Ils sont plus dépositaires de la défense, on va dire, de leur planète. Maintenant, c'est les Stormtroopers de l'Empire qui vont s'en charger, les Clone Troopers encore, pour l'instant. Mais voilà, ils sont dépossédés de leur défense. Mais pour le coup, je trouve vraiment, comme je te disais, qu'on a le pendant, le miroir de l'épisode de la semaine dernière, avec, entre guillemets, l'Empire qui cherche à mettre un sénateur un peu fantoche, du moins lui faire accepter le discours, la propagande impériale. Là, on est dans le cas d'un monde ami, où en théorie, on voit que pour le coup, Orn Frita, le sénateur, lui, il est totalement acquis au régime impérial, et de toute façon, t'en as d'ailleurs parlé dans une très bonne vidéo, mais sur le fait que c'est un vendu qui, lui, n'est intéressé que par son confort, son intérêt personnel. Personnel. Donc lui, il est totalement acquis à la cause impériale, parce qu'il a beaucoup à gagner financièrement et en termes de train de vie derrière. Et donc là, ce qui change la donne, c'est qu'effectivement, contrairement à la semaine dernière, tu es sur un monde allié, donc théoriquement allié de la République, plus facile à acquérir à la cause de l'Empire, mais le fait est que les Twi'lek ont une tradition de guerriers, enfin du moins acquis depuis la guerre des clones, et que finalement ils écoutent notamment plus leurs généraux, et notamment j'allais en parler, Shams Syndulla, donc qui a une aura auprès du peuple, et dont en fait c'est de lui qu'ils attendent vraiment le discours et la tenue à suivre. Et donc là, ce qui est assez marrant, c'est qu'on est donc face à un régime qui démarre, et donc il y a pour l'instant, enfin dans les faits, pas trop j'allais dire d'indices sur la dangerosité du moins du régime impérial, et donc les gens sont plutôt sceptiques, et même si Shams a une certaine méfiance, il reconnaît lui aussi que ils se sont battus depuis très longtemps, mais qu'il est effectivement peut-être temps aussi de déposer les armes. Parce qu'il y a l'opportunité d'une paix en fait pour Ryloth qui arrive avec l'Empire. En quelque sorte, il aurait tendance à vouloir donner sa chance à la paix impériale, même si on ressent quand même une méfiance. Et j'allais dire que j'ai l'impression que la méfiance, elle est sur le personnage de Gobi, mais aussi de sur sa femme. Elle a l'air assez, encore plus méfiante que lui. Tu sens qu'il le fait à contre-cœur quand même. Ils ont vraiment repris cette idée de The Clone Wars, où tu vois que le peuple de Ryloth, Orn Frita, sa parole, elle a pas grande valeur. Parce qu'en fait, ils disent l'Empire, ce sera génial, machin, vous inquiétez pas, tranquille, c'est bon, tout va bien. Ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent savoir, comme tu l'as dit, c'est la vie de Syndulla, qui a été là depuis la guerre des clones pour défendre les intérêts de Ryloth, pour défendre le peuple de Ryloth. Et j'avais beaucoup aimé justement cette continuité, tu vois, si tu veux, au niveau du ressenti populaire autour des représentants de Ryloth. Et j'avais bien aimé aussi, tu vois, dans The Clone Wars, quand tu te rends compte que Shams Syndulla, il est considéré comme un extrémiste même par les républicains même, par Orn Frita. Mais de fait, c'est un représentant du peuple qui parle beaucoup plus au peuple de Ryloth qu'un mec comme Orn Frita qui est là juste pour s'en mettre plein les poches, quoi.
Donc j'avais bien aimé justement de retrouver ces personnages-là de The Clone Wars. Et en plus, on découvre la mère de Hera Syndulla, ouais, justement, t'en parlais. Ouais. Alors pour le coup, ça tu pourras peut-être me le dire parce que je me souviens plus aussi. Ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est le lien qu'a Cham Syndulla avec le clone officier. Alors je sais plus si pour le coup c'est un nouveau il clone. était d'accord, ouais, parce que je me demandais s'il était dans Clone Wars ou pas, mais pour le coup, où la relation est assez intéressante, c'est qu'il y a une sorte de respect mutuel entre lui, où là, le clone... alors, c'est ça que je trouve aussi... Est-ce que sa puce est activée à celui-là, tu vois? Voilà, et alors... Il a l'air sympa, en fait, c'est pour ça, donc... Le fait... alors bon, ça c'est marrant, mais enfin, c'est présent quand même avec les officiers, mais le fait que lui ait encore des couleurs sur son armure, c'est un des seuls, il dénote effectivement qu'il a encore une personnalité, j'allais dire. On le voit même sur la fin de l'épisode. Hein, voilà. Et il représente aussi toute peut-être la dichotomie qui peut... qui peut y avoir avec la République et l'Empire, parce que en fait effectivement bon, il y a l'Empire qui installe son hégémonie sur la galaxie, donc il y a une certaine méfiance, mais en même temps c'est vrai que comme il s'est représenté par le clone, cet empire, c'est la République d'hier qui a combattu à leur côté, qui les a sauvés, et donc c'est compliqué comme voilà. Entre guillemets, c'est pas un ennemi lambda, c'est quelqu'un qui a travaillé avec eux, qui les a sauvés, qui les ont aidés. Donc c'est pour ça qu'aussi Cham Syndulla, il a une méfiance, mais en même temps... vu le passif, vu le passif et vu l'historique, il aurait tendance à peut-être, j'allais dire, vouloir leur laisser le bénéfice du doute. Et faire confiance vu ce que la République a fait pour la planète. Et vu notamment, c'est la subtilité du truc, parce que ce soit ce clone, bon alors pas Crosshair hein, qui lui il est là, aucune subtilité, mais Rampart pour le coup c'est un bon politique. Faut qu'on en parle de lui. Là il est et j'allais dire pour une fois que l'Empire ils sont subtils et intelligents. Il y a un mec futé, quoi. C'est un gars futé. C'est un gars futé. Effectivement, ça change de bourrins ou qui n'ont aucune stratégie. Et moi, je pense ça. là, Donc, tu me dis bourrin sans stratégie, je pense à Constantine en Rebels, je sais pas si tu te rappelles. Oui, non mais... Lui, c'était un débile. C'est vrai que lui, Rampart, j'ai bien apprécié d'ailleurs le personnage. On en parlera peut-être un petit peu plus en rapport avec la fin, mais c'est un personnage plus subtil et plus... rusé, on va dire, qui n'y paraît en fait au départ. Il débarque, on sait pas grand chose sur lui, mais là on voit un petit peu comment il marche, on voit comment il agit. C'était assez sympa justement de découvrir un petit peu plus cet antagoniste, quoi. Comme on disait, il force en fait les Twi'lek à rendre leurs armes, puisque c'est maintenant l'Empire qui va s'occuper de la défense de la planète. Et c'est vrai que comme tu dis, ça suscite des doutes. Enfin voilà, ils sont pas très sûrs de ce qui va se passer par rapport à ça, même si c'est la République devenue l'Empire qui leur demande ça. Et il y a tout un truc avec Gobi, qui était un personnage qu'on voyait dans The Clone Wars aussi, qui a quelques doutes par rapport à tout ce truc-là. Et on découvre aussi Hera Syndulla, qui est toute jeune d'ailleurs. Alors, ça fait bizarre un peu de la découvrir à cet âge-là. Mais c'est assez cool justement de revoir ce personnage qui nous a été présenté du coup, et qui nous a été introduit dans Star Wars Rebels du coup, le pilote du Ghost. Quand même cool, ça a bien fait plaisir de la voir, elle, tu vois, par exemple, comme alors, personnage. Par contre, tu vois, dans les petits, enfin, c'est pas une vraie critique, mais là, pour le coup, je trouve que sa présentation, elle, manque au niveau de la caractérisation un peu de subtilité, j'ai l'impression. Avec l'histoire du pilotage et de machin. Non, mais il y a de jolis plans, il y a de jolies idées, mais c'est vachement, tu sais, tu veux devenir pilote, tu sais, toutes les scènes, on te fait une allusion. J'ai l'impression de voir la petite sirène là, qui s'apprête à chanter, partir là-bas, voler là-bas. Ou qui te refont un peu le coup d'Oméga au niveau de la caractérisation, tu sais. Bon, elle est coincée sur sa planète, elle a envie de partir. Bon, elle est un peu coincée sur Rylot, elle a envie de voler. Alors, tu vois à chaque scène, à croire que Hera... il n'y a que ça, quoi. Il n'y a que ça, c'est une pilote et tout ça. Bon, après,
c'est Elle n'est pas présente très longtemps non plus. Ouais, pour ça, non, ouais. c'est la petite remarque que je fais parce que Ça manque de nuances. l'épisode est Mm. par ailleurs vraiment très sympa. Mais j'ai trouvé que finalement, autant Gobi, la mère, Shams, même j'allais dire tous les personnages, La mère de Hera est très bien. Ouais. la mère de Hera sont assez intéressantes et pas justement unidimensionnelles. Autant Hera, au niveau, ils en font une approche très, très basique. Et voilà, bon, grosso modo, on a compris qu'elle va devenir le futur général Syndulla et que ça va être une La pilote émérite. Voilà, donc bon, ça. Et il y a en tout Chopper cas, aussi. c'est ce que j'allais dire. Ça fait plaisir de la voir et de découvrir Chopper avec elle. Chopper avec le style de Clone Wars du coup. Avec le style The Clone Wars, effectivement. Et de les voir tous les deux en train d'espionner pour le compte de Gobi, justement, une mine. Oui, une installation impériale. Une installation impériale, ouais. D'ailleurs, vu qu'on parle de Hera, de sa mère et tout ça, il y a un truc qui est assez sympa, c'est que dans The Clone Wars, on t'a présenté le peuple des Twi'lek, en VO, je parle évidemment, avec un énorme accent français quand il parle. Hera Syndulla, par contre, dans la série Rebels, a un accent américain tout à fait classique, on va dire. Et là, dans cet épisode, ils ont fait un petit peu... comment dire, un petit mix, on va dire, puisque la mère de Hera a un accent français très prononcé, tu l'entends très bien, tu sais, sur les R, sur les... Enfin voilà, voilà, elle a un accent vraiment très fort. Et Hera, elle a encore cet accent français typique des Twi'lek. Et tu te dis, si ça se trouve, en fait, quand elle a quitté la planète, elle s'est, voilà, un petit peu... elle a vu d'autres façons de parler, etc. Et son accent s'est effacé petit à petit, tu vois, au fil du temps. Mais là, ils ont tenu à respecter justement cet accent français qu'elle a et qu'elle utilise. Je sais pas si tu t'en rappelles. Dans Rebels, quand elle s'infiltre justement dans la résidence des Syndulla avec Thrawn. Ah oui. Elle se fait passer par une servante Twi'lek. Une servante Twi'lek, ouais. En utilisant son accent français Twi'lek, tu vois. D'accord. Ouais. Sauf que bon, Thrawn n'est pas dupe en plus du truc qu'il avait reconnu. Mais elle sait revenir à son accent original en tout cas. Donc c'est un petit truc que j'avais bien apprécié justement par rapport à ça. Bien la continuité, tu vois, des accents. J'aime bien en plus l'accent français, tu vois. Même Ayla Secura, cet accent un peu dans The Clone Wars, si tu regardes bien. Et du coup, c'est ça, hein, ils sont en train d'espionner, donc cette fameuse installation impériale. Et il y a tout un truc aussi par rapport à voilà, le truc suspect que fait l'Empire. C'est pas censé être une base militaire, mais il y a plein de soldats dessus. Enfin, voilà, on sait que l'Empire, c'est pas des jojos, mais là, tu vois, les Twi'lek s'en rendent compte, on va dire. Et il y a tout un truc aussi avec le fait, vu que l'Empire chope les armes de tous les Twi'lek, eux, ils vont essayer de s'en procurer au marché noir, ce genre de choses. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont passer commande d'armes. Bah, c'est que bon, déjà, Hera se fait arrêter par des clones. Oui, elle se fait renvoyer pas du la truc, dispute, pas parce qu'il faut pas entre guillemets qu'elle se mette en danger. On apprend qu'elle le faisait entre guillemets poussé par Gobi, qui donc l'a envoyé espionner pour lui, donc c'est ce qui plaît pas au père, ce qui est compréhensible, hein, parce que justement ça j'allais dire c'est une autre petite critique. Punaise, que ce soit la Bad Batch avec Omega ou Gobi qui donc après comme tu le disais ils vont faire une mission pour récupérer des armes au marché noir, ils se sentent à chaque fois obligés d'amener des gosses dans des missions hyper périlleuses. Allez tiens, on va aller chercher des armes clandestinement et tout ça. Allez viens la gosse. Ouais, il a alors j'allais dire, même si peut-être que récupérer des armes dans le marché noir c'est pas hyper dangereux, bon ça se discute, mais c'est surtout que elle vient de se faire choper par des soldats. Et puis il l'emmène quand même. Il l'emmène quand même. Enfin bon, vis-à-vis du père de Cham, vis-à-vis d'elle, c'est quand même lui faire courir des risques. Oui, alors que le père a clairement dit que bon, il est pas très correct sur ce coup-là. Gobi, ouais, Gobi. Et donc toujours. Et c'est là en fait que quand ils partent. Chercher des armes, donc Crosshair en plus met un traceur sur le vaisseau, je crois. Ouais. Et c'est là qu'apparaît l'escouade éponyme. Ouais. L'escouade éponyme de la série. On a presque oublié en fait qu'ils étaient dans l'épisode. Bah, c'est ça. Après, par contre, tu vois, justement, pour parler de l'absence de la Bad Batch, vu que là tu t'en touches un mot là-dessus, je trouve qu'au final, c'est pas forcément dérangeant, tu vois. Bah non. Parce que justement, c'est le reproche qu'on avait fait à l'épisode, alors je sais plus 2 ou 3, où justement il y avait l'intrigue avec la Bad Batch qui servait à que dalle et l'intrigue avec Crosshair qui était bien plus intéressante, mais et qui rendait d'autant plus inintéressant le passage avec le Bad Batch. Bah oui.
là, honnêtement, on se focalise sur l'histoire de Ryloth, de la famille Syndulla, de Hera, etc., des manigances de l'Empire sur cette planète. La Bad Batch, elle débarque pour un truc particulier. On les voit, 2 minutes à tout péter dans l'épisode. Ils viennent livrer les fameuses armes, donc on apprend d'ailleurs qui bossent toujours pour Sid. Du coup, malgré le fait que la dette a été épongée. En tout cas, il bosse encore pour elle. Visiblement, Omega a dû gagner au Dejarik, vu que de toute façon, c'est une brillante stratège. Et que même pas il n'y avait pas de suspense par rapport à ça. Voilà, donc elle est encore avec elle en mission. Et bien évidemment, on a la petite scène avec meilleur ami pour la vie. Tiens, je te fais visiter mon vaisseau. Ah ouais. Voilà. Allez, je te montre ma chambre. Ah ouais. On va jouer à la poupée. C'est des gamines. Non, qu'est-ce qu'elles font en mission à vendre des armes là. Je suis déçu qu'elle ait pas montré la peluche de Wrecker, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Franchement, ça aurait donné une belle scène. Scène émouvante, effectivement. Les horreurs de la guerre, la peluche. Martine à la plage, Martine vit dans une... Hera découvre un vaisseau. Ouais. Une navette de classe Omicron. Voilà. Effectivement. Enfin, après, tu vois, je me suis dit, ces deux gamines, ça me paraît pas si... mais voilà, c'est on une force petite scène mignonne, allez, on exagère. Voilà, et je suis sûr que la semaine prochaine, on apprendra que c'est les best friends du monde. C'est BFF. Et BFF, et qu'elles se feront un collier de... Ouais, enfin voilà. Faut faire un bracelet d'amitié. Un bracelet d'amitié et tout ça. Et du coup, c'est... uniquement cette scène-là qui est dévouée à la Bad Batch. Et on retourne à l'intrigue. Alors justement, moi le truc c'est qu'à chaque fois je me disais, mais c'est quand que la Bad Batch va arriver ? Parce que dans un sens, je me disais l'intrigue sur Ryloth est vachement bien. Moi aussi, j'aimerais bien qu'ils poursuivent là-dessus tout l'épisode. Et à chaque fois qu'une scène se concluait, tu vois, je me disais, si ça se trouve là, ils vont raccorder les wagons avec la Bad Batch et j'ai pas forcément envie en fait. Comme je te disais, tu vois, la semaine dernière, j'avais trouvé dans l'épisode le début assez intéressant. Et je trouve que ça retombait à plat parce que on te ramenait la Bad Batch pour une intrigue de sauvetage vraiment très classique, sympatoche, mais sans plus d'intérêt et tout. C'est l'agence ça. touriste qui était là-bas. C'est ça. Et donc là, finalement, le fait de les laisser eux sur le côté, on peut avoir toute cette intrigue sur Ryloth développée. Et pour le coup, c'est vachement intéressant et assez, je trouve assez adulte dans les thématiques qui sont développées. Surtout que ça va être assez efficace parce que quand ils pensent, vu la fin et vu le titre d'ailleurs qui avait fuité du prochain épisode, en fait on va se retrouver avec un épisode en 2 parties. Donc on a vraiment, comme si c'était un épisode de 40 minutes en fait, limite, mais on nous a expliqué tout le contexte dans ce premier épisode pour pouvoir justement faire l'épisode 2, on va dire, de cet arc-là. Je trouve que c'est pas plus mal, tu vois, ça pose les bases du truc. Ce qui nous permet après de faire une histoire en plus, et comme ça il n'y a pas ce mélange un petit peu, tu vois, je sais pas, qui était vraiment distrayant même, je trouve, qu'il y avait dans le tout premier, enfin dans le deuxième épisode. Là. C'est surtout que, avec Hera, qui a rencontré sa meilleure amie, elle lui a peut-être laissé son 06, et c'est peut-être pour ça qu'ils vont venir... L'agence touriste que va débarquer. On en reparlera, mais peut-être que c'est Hera qui va les faire venir. Ah oui. Ensuite, donc, il rentre, donc, après avoir croisé la Bad Batch, il rentre sur Ryloth avec les armes, et là ils se font en fait prendre en chasse tout de suite par un vaisseau impérial. T'as Crosshair donc, qui montre qu'il est un tireur d'élite qui neutralise leur vaisseau, qui les force à se cracher, et ils sont tout de suite capturés par les forces de Crosshair. Il y a Rampart qui est là. De Rampart aussi, donc où, entre guillemets, là pour le coup, Hera va pas y échapper parce que le clone avait été sympa. Bon, tout à l'heure, je t'ai pris sur un Allez, on va dire que ça passe. Ouais, on va dire que ça passe. Voilà, ton père est sympa, c'est un là, pote, ça marche pas, là. Voilà. Donc là, tu as utilisé contrebande ton joker, d'armes, etc. Et donc, en fait, sans procès, on les embarque et on va les enfermer, quoi. C'est ça. Avec Anfrita qui voit un moyen de se débarrasser d'agitateurs que sont Gobi et aussi Chams. Chams Syndulla a toujours été un opposant politique à Anfrita. Donc, Et donc lui, le fait qu'ils aient capturé sa fille, Chams, son implication dans cet acte de trahison ne fait aucun doute. Alors que Rampart est plus... non, c'est Rampart ou c'est le clone qui temporise en disant qu'il est peut-être pas au courant de Chams, c'est la fille,
tout ça. C'est pas clair, quoi. Ouais, Ouais, en c'est tout pas cas. très clair. Toujours est-il qu'en fait, ils sont embarqués. Non, c'est Rampart, justement. Ouais, Oui, c'est je Rampart, crois parce que que, justement, ouais. au début, il Bah fait oui. un, et puis après, pouf. Donc, eux se retrouvent transportés dans le Juggernaut pour être emprisonnés. Quand Cham Syndulla, donc le reste de l'escouade aussi de Gobi et Et la mère aussi. et la mère, je sais plus son nom, Eleni, ouais. Eleni, Eleni Syndulla, donc vont libérer leur fille et son lieutenant. Donc Horn Frita crie à la trahison et tout ça. Donc là, ce qui est assez marrant, c'est une situation qui part en vrille. Ouais, c'est clairement. une situation qui part totalement en vrille et qui est pas mal au niveau des rebondissements parce que on pouvait, j'allais dire, s'en douter un peu, quoi. Il a vraiment joué finement Rampart, qui paraît si sympathique parce qu'il est allé rendons-nous et tout ça. Sauf que pour le coup est resté à l'arrière Crosshair, C'est ça. et que le plan implacable de Rampart pour se débarrasser de cette opposition et qui montre qu'il est beaucoup plus malin et beaucoup plus sournois. Parce qu'il a l'air très conciliant au début. Oui. Mais alors là, on découvre son vrai visage, son vrai plan. Ouais. Il est effectivement diabolique. Ah, c'est ça. Et donc Crosshair abat, tire sur Horn Frita. Donc là, finalement, Horn Frita blessé, alors grièvement. Alors, ils ont l'air de dire qu'il est toujours vivant, parce qu'il parle de tentative. Alors justement, on en reparlera. Ouais, de tentative d'assassinat, mais toujours est-il que le plan est implacable. Là, ils sont accusés de l'assassinat, ouais. Chams et les sauveteurs vont se retrouver piégés et vont se retrouver arrêtés à leur tour et accusés en plus de tentative d'assassinat sur le sénateur, le sénateur Horn Frita. Et donc ceux qui passent pour d'anciens héros de guerre, peut-être extrémistes, là passent pour des terroristes, des traîtres. Et donc là c'est vrai que pour l'Empire, ils se débarrassent, j'allais dire, d'eux de la meilleure des façons, parce que les arrêtés les auraient fait passer pour des... justement pour des martyrs. Là non. ils passent pour des terroristes qui a toujours été la propagande impériale vis-à-vis de l'Alliance Rebelle. Donc, pour le coup, vraiment, Rampart montre qu'il est sournois et subtil dans ses manigances. C'est ça. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de rebondissements. Celle qui va réussir à réchapper de tout ça avec son droïde préféré, c'est Hera. Et l'épisode se termine comme ça, avec effectivement la famille Syndulla séparée, le père et la mère et les sympathisants Twi'lek sont arrêtés, prisonniers de Rampart, et Hera réussit à s'échapper. Donc c'est vraiment un épisode intéressant. Et avec un gros cliffhanger. Avec, tu vois que comme les meilleurs épisodes du Mandalorian, là où tu avais une montée crescendo. Et puis là, ça coupe. Ouais. Je pense chapitre 7, chapitre 8, là, tu sais. Ouais, effectivement. Donc, la suite la semaine prochaine. C'est ça. D'ailleurs, j'en profite, tu parles de Chopper et de Hera. On remarque à côté de la résidence des Syndulla qu'il y a le Y-Wing de Chopper qui s'est écrasé juste à côté, puisque c'est une histoire qu'on nous raconte dans Rebels, puisque elle a rencontré le droïde pendant la guerre des clones, parce que son Y-Wing, donc un vaisseau qui était utilisé par la République pendant cette guerre-là, s'est écrasé à côté de la résidence, et elle en a extirpé justement Chopper des débris du chasseur, et on voit le Y-Wing justement écrasé. En arrière-plan. C'est ça. Et un petit détail que j'avais bien apprécié, tu vois, c'est bien raccord avec ce qu'on avait raconté. Pour une fois, tu vois. Et justement, pour parler de trucs qui sont bien raccord avec ce qu'on a raconté, alors j'étais pas bien sur la fin de l'épisode, parce que je me suis dit, quand il commence à menacer avec une arme Horn Frita, là, tu sais, moi dans ma tête, le premier truc qui est venu, c'est, ah mais attends, mais dans le roman Lords of the Sith, ou Les Seigneurs des Sith en français, on te présente une histoire dont j'ai parlé d'ailleurs dans le dernier La Tribune vous répond, qui se passe en -14, donc 5 ans après The Bad Batch, où Cham Syndulla est vivant, où Horn Frita est vivant, et dans lequel il y a pas vraiment de rébellion de Ryloth qui a vraiment commencé. Ça commence à s'organiser. Là, c'est un problème qui se pose à ce moment-là, en fait, dans ce roman-là. À la limite, tu vois, s'il y avait déjà eu des mouvements de rébellion, j'aurais rien dit, c'est pas grave, tu vois, ça peut se raccorder. Il y en a eu, ça a disparu, ça revient, enfin voilà. C'est pas quelque chose qui m'aurait choqué. Par contre, je me suis dit, Cham ne peut pas mourir puisqu'il apparaît dans Rebels. Par contre, Horn Frita, il n'y a pas intérêt à ce qu'il le bute. Parce que lui, techniquement, est censé être vivant. Et paf!
Mais c'est ça, et quand Crosshair lui a tiré dessus, je me suis dit, oh mais non, mais c'est pas vrai. Parce que là, tu vois, un truc, le problème, entre guillemets, du retcon avec Kanan, à la limite, ça peut se régler. Tu vois, parce que dans les grandes lignes, ça reste la même chose. C'est juste deux versions de la même histoire, on va dire, voilà, avec des détails qui changent entre les deux œuvres. Là, par contre, faire crever un personnage 5 ans avant, alors qu'un roman te le présente comme une grosse partie de l'intrigue en plus, là, ça aurait été vraiment un faux pas, mais dingue. Et digne de ce qu'avait fait The Clone Wars en saison 3. Puisque, ceux qui ne seraient pas au courant de ça, dans The Clone Wars, on a fait mourir un personnage, du coup pendant la guerre des clones, qui était présent dans des romans de l'univers légende, du coup maintenant, mais qui se déroulaient après l'épisode 3. Des romans qui étaient bien sûr parus avant la série, mais la série n'en avait plus rien à foutre, puisque le personnage a été tué comme ça. C'était Even Piell, tu sais, le maître Jedi. Petit, ouais. Et du coup, voilà, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah non, c'est pas possible, parce que là, ça par contre, tu vois, Kanan, c'est réglable. Ça par contre, il n'y a pas façon de concilier, tu vois, le roman et la série sur un truc aussi majeur que ça. On m'a porté à mon attention ensuite, en discutant un petit peu sur le Discord, que Hand Frita, il bougeait encore un petit peu à la fin. Parce que si tu vois, il y a un plan sur lui, on le met sur une sorte de brancard, on le transporte. C'est la rigidité cadavérique qui se... Mais non, mais justement, en fait, tu vois sa main qui bouge un petit peu. Ouais. Et aussi... Ouais, mais c'est des réflexes. Non, attends, non, me dis pas qu'il est mort, hein, parce que sinon c'est le bordel. Et aussi, le truc, c'est que Rampart, ce qui m'a rassuré ensuite, tu vois, c'était que Rampart ne les accuse pas d'assassinat. Mais de tentative. C'est ça, la tentative d'assassinat. Alors, une tentative d'assassinat, elle peut avoir réussi. Mais, tentative d'assassinat, il y a la possibilité que ça marche et que ça n'a pas marché. Donc, au moins, tu vois, il y a, dans la terminologie du truc, il y a moyen que Hand Frita soit pas mort. Où il tire exactement. C'est dans la tête. Dans la tête, hein. Bah oui, c'est ce qui me semble. Ouais, c'est pour ça que. Après, il y a peut-être un œil robotique. Le laser a ricoché. Je sais pas. Je sais pas trop. Est-ce que Crosshair est assez bon comme tireur pour tuer sans. Enfin, justement, tirer sans tuer quelqu'un? Je sais pas. On verra bien. Donc, j'espère en tout cas qu'on nous montrera que Hand Frita est convalescent. Il aurait pu tirer dans l'épaule, parce que si c'était une tentative, c'est peut-être plus. Tirer dans la tête, c'est quand même prendre des risques. Hein. Bah, c'est ça. Je trouve que c'est un peu. Bon. Après, voilà, j'espère qu'on nous montrera que Hand Frita dans l'épisode suivant sera un clone. En convalescence. Ah, c'était un clone en fait dans le bouquin, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc à voir dans le prochain épisode, mais apparemment de ce qu'on a vu, il n'y a pas de souci majeur puisque Hand Frita ne meurt pas justement à la fin, contrairement à ce que pas mal de monde croit, hein, mais en même temps, vu ce qui se passe dans l'épisode... On verra la semaine prochaine. Bah, j'espère que justement le canon va rester cohérent, j'aimerais bien. Donc voilà, s'il est mort la semaine prochaine, ça va chier. Donc voilà, c'est quand même un épisode qui est assez bourré d'éléments, hein, je trouve quand même. Il y a beaucoup de choses qui se passent, pas mal de rebondissements, des nouveaux... des personnages qui reviennent, ça fait plaisir quand même de revoir Hera Syndulla, de découvrir sa mère aussi, hein, d'ailleurs, qu'on avait vu juste sous une sorte d'œuvre d'art, si je me souviens bien, dans Rebels, puisque tu sais, on voit l'espèce de mosaïque qui montre la famille de Hera à un moment. Donc c'est sympa de découvrir ce personnage, et tu vois un petit peu d'où ça vient aussi, le tempérament d'Hera. Elle est à peu près comme elle, hein, la mère, donc... Elle a un peu des deux, mais effectivement, tu vois que, justement, dans l'épisode, le père est montré un peu plus sur la réserve que, pour le coup, la mère... un peu plus rebelle dans l'esprit, quoi. Est plus rebelle dans l'esprit, et quand, entre guillemets, le père engueule un peu la gamine, elle aurait pas dû aller espionner, la mère a tendance à lui demander qu'est-ce qu'elle a vu, donc tu vois que... Elle est d'accord avec ça, quoi. Ouais, elle est quand même plus dans... j'allais dire plus en accord avec la méfiance avec l'oncle, de l'oncle Gobi que de la diplomatie dont... cherche à faire preuve le père cherche on va dire à arrondir les angles dans l'épisode. Je trouve quand même que Cham c'est un personnage qui s'est vachement assagi quand même par rapport au début dans The Clone Wars. Mais je pense que lui d'avoir été aussi en première ligne, d'avoir tant combattu avec les clones, il a un peu comme beaucoup lié un profond respect avec eux et voilà, c'est des frères d'armes d'une certaine manière. Donc il a peut-être pas assisté aussi comme d'autres à l'Ordre 66 où il a vu s'il n'y a pas eu s'il n'y avait pas de Jedi sur sa planète ou tout ça, il a peut-être pas vu le dark side des clones, surtout que celui qui est sur Rylot a l'air plutôt sympathique, même Rampart, il le reste jusqu'à la fin où il montre à quel point il est
diabolique. Et ça montre justement, ça s'était un peu teasé sur ce personnage qui avait été, enfin, qui aura droit à sa Black Series et qui jusqu'à présent était assez en retrait Rampart de la série, où ça montre qu'il a peut-être encore des cartes à jouer et que ça devient l'antagoniste majeur Ouais. impérial au final. Ouais, Ça aurait c'est pu ça. être Tarkin, Mm. mais Tarkin était là vraiment pour l'introduction. c'est ça. Mais Tarkin, il est là pour vendre, tu vois. C'est le début Mm. de la série. Il faut mettre du nom, quoi. Il faut mettre du Tarkin, il faut mettre du Jedi, il faut mettre des trucs vendeurs, quoi. Et t'avais ça aussi dans Rebels hein, quand Mm. y penses, parce que Tarkin arrivait et c'était là pour introduire plus ou moins Thrawn aussi. Mm. Enfin, un petit peu plus tard dans la série, mais on le voyait vraiment par petite touche Tarkin. C'est pas mal de le laisser aussi justement. Alors par contre, tu vois, avant de conclure, le dernier truc que j'aurais quand même à dire sur la série, même si je la trouve vraiment sympathique et que le retour de personnages comme Hera, Chopper est toujours plaisant, c'est un peu l'impression de voir un filoniverse Ouais. qui se constitue Parce que j'étais en train de et faire qui ça, reste tu vois, genre, c'est- assez auto-centré sur Ouais. grosso modo, bon, c'est plutôt toujours intéressant, mais on a l'impression que Filoni aime bien citer Filoni dans le texte et donc grosso modo faire revenir dès qu'il en a l'occasion les persos qu'il a créés. Alors bon, c'est plaisant parce Je pense que des c'est la Cad tentation en tant Bane qu'auteur. en et tant que- des ouais, Hera, c'est des persos cool, ça fait plaisir à voir, mais les sœurs euh, Martez. ouais, bon, oui, bah, elle moins, enfin. Ouais, m'en foutais un Oui, peu, bon. quoi. Ouais, elles sont là, quoi. Mais, Mais c'est aussi des personnages de Clone Wars, c'est pour ça ouais, que je veux dire. non mais Mm. voilà, donc grosso modo, bon, des fois ça peut être pas mal aussi de faire du lien avec d'autres médias et par exemple, bon, ça avait été fait mais de façon très rapide dans The Clone Wars quand, par exemple, il faisait intervenir le perso de l'Aube écarlate là, le Ah oui, Vision. Paul Bettany. Dryden Voss. Dryden Voss. Tu vois, bah, c'est bien aussi quand ils font des petits clins d'œil sur. Bon, après, chronologiquement, c'est pas toujours possible, mais des petits clins d'œil sur d'autres œuvres que du Filoniverse, c'est pas mal. Bah après, par contre, la petite réflexion que je viens de me faire par rapport à ça, c'est que The Bad Batch, ça s'insère vraiment entre The Clone Wars et Rebels, et que comme série d'animation sur cette période-là, tu vois, République, Empire, on a que ça. Je pense que c'est vraiment, tu vois, faire revenir d'autres trucs, ça va être compliqué. Moi, j'aimerais bien aussi qu'il y ait des liens, tu vois, plus forts avec des trucs qui viennent des bouquins, par exemple. Un peu ce qu'avait fait Mandalorian avec Cobb Vanth, avec pas mal d'autres trucs aussi. Tu sens qu'il y a du lien avec le reste de l'univers canon, tu vois. Là, c'est vrai, la quasi-totalité des choses qui sont reprises, des références et des trucs, c'est quand même globalement The Clone Wars Rebels. Oui, après, effectivement... vu le placement, vu l'époque, bon... Ces séries, c'est effectivement normal. Mais bon, c'était une petite remarque. Non, mais je suis assez d'accord avec, ouais. J'aimerais bien un petit peu plus de diversité, c'est vrai, dans les trucs. Ne serait-ce que, par exemple, tu vois, découvrir... je sais pas moi, une planète comme ça, pouf, qu'on voit dans un comics ou dans un roman, tu vois. Ne serait-ce qu'un truc aussi bête que ça, tu vois. Donc voilà, je pense qu'on est quand même globalement satisfait de cet épisode-là. J'ai quand même pas mal hâte de voir la suite. Vu que ça se conclut sur un cliffhanger, celui-ci, on va vraiment avoir la suite de l'histoire dans le prochain épisode. Et le titre de l'épisode suivant, ça va être Rescue on Ryloth, puisque les titres avaient fuité jusqu'au numéro 14. Et on sait justement que, bah voilà, avec ce titre-là, on va vraiment avoir la suite. Possiblement Hera qui va trouver un moyen de contacter sa BFF, comme tu as dit, Omega, pour faire venir le Bad Batch afin de sauver son père et sa mère, etc. Peut-être qu'on découvrira aussi comment la mère de Hera va mourir aussi, puisqu'on sait qu'elle meurt au bout d'un moment, justement avant Rebels. Donc il y a peut-être moyen de présenter cette histoire-là. Franchement, pas mal envie de voir Horn Fritter en bonne santé. Oui. Vivant, du moins. C'est ça, pas trop mort, quoi. Voilà. Le temps qu'il se remette, en fait, d'ici 5 ans, il faut qu'il se porte bien, tu vois. Mais, enfin, voilà, j'ai quand même pas mal envie de voir la suite. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du coup ? En fait, le prochain épisode, ce sera un épisode de Grey's Anatomy qui se passera dans un il faut hôpital. Sauver Horn Fritter. Voilà, un hôpital on va extraire le laser de Ryloth. Et ouais, ils vont se soigner. Et tu auras le docteur Mamour Twi'lek qui aura une liaison avec celle qui est la fille du fondateur de l'hôpital. Et là,
on a un spin-off pour la prochaine saison. Love and Rylotz ou Love and Twi'lek. Non, tu l'appelles Twilight Anatomy, tu vois. Oh ouais, c'est bien ça. Twi'lek Anatomy. Vous avez toujours voulu voir ce qu'il y a derrière les tentacules des Twi'lek. C'est les Leku. Les Leku. Leku Anatomy. Leku Anatomy. Ouais. Non mais sinon. On a un ouais. concept. Faut contacter Disney+. Allô Dave. On se retrouvera donc très bientôt donc, pour le prochain épisode qui sera donc l'épisode 12 de la saison 1. Il en reste 5 au final après cet épisode-là, l'épisode 11. Donc là, on se rapproche petit à petit de la fin de cette saison. Mais sûrement. Mais sûrement, ouais, c'est enfin. ça. Non mais ça se passe bien en tout cas, moi je trouve. Ouais, non, Franchement, les épisodes deviennent bien. C'est ça. Je suis sûr que le 16e sera bien. J'espère que cette vidéo de review vous aura plu. En tout cas, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi sérieusement de ces épisodes-là. C'est toujours assez cool. N'hésitez pas également à commenter ce que vous avez pensé de l'épisode. Votre avis, c'est toujours assez intéressant à voir, justement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter du coup, à la partager. N'hésitez pas également à vous abonner à The Max Rebo Collection ainsi qu'à la Tribune de Coruscant. Donc moi, je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous. À très bientôt.